En 1346, le 26 août était un samedi. Ce jour-là, le soleil est puissant, mais il lui faut se frayer un passage à travers bien des nuages pour illuminer par grandes taches éclatantes le pays de Crécy, dans le Ponthieu, c'est-à-dire pas bien loin d'Abbeville et de la baie de Somme. Ce comté de Ponthieu a été confisqué au roi d'Angleterre, Édouard III, par le nouveau roi français, Philippe de Valois. C'est le 6e Philippe à occuper le trône de France. Or, Édouard a bien l'intention de récupérer son comté et beaucoup plus que cela. En effet, le jeune souverain d'Angleterre est le fils d'Isabelle de France. Il est le petit-fils de Philippe le Bel, autant dire que poussé par ses conseillers, il prétend avoir quelques droits sur le beau jardin de France. Il se serait bien vu succéder au roi Charles IV de France. Seulement, les barons français, pour des motifs qu'on va appeler patriotiques, lui ont préféré un prince de chez eux, Philippe de Valois. Ça n'a pas fait l'affaire des marchands de Londres, entre autres, qui craignent la mainmise des Français sur leur principal débouché commercial, autant dire la Flandre. Bref, 2 princes pour une couronne, c'est un de trop, et ça va nous conduire tout droit à une guerre de longue haleine, cette guerre de 100 ans qui a commencé quelques années avant 1346. Donc, Philippe de Valois, devenu Philippe VI de France, essaie de mettre le grappin sur les possessions anglaises en Aquitaine. Il est riche d'un royaume très peuplé et puissamment armé, il joue sur son terrain, ça fait pas mal d'arguments qui sont censés dissuader Édouard d'Angleterre d'aller le provoquer sur place. Mais pour autant, Londres n'a pas l'intention de rester bras croisés, d'où l'idée des conseillers d'Édouard. On va franchir la Manche pour faire une diversion et inciter les troupes françaises qui sont déjà là-bas en Guyenne à remonter vers le nord. Édouard III débarque donc dans le Cotentin, à Saint-Vaast-la-Hougue. Pour énerver Philippe, il fait mine de marcher très vite en direction de Paris et le plan qu'il avait mis au point fonctionne à merveille. Aussitôt, les Français lèvent le camp en Guyenne et remontent vers la capitale à marche forcée. Et bientôt, Philippe et ses troupes vont poursuivre Édouard et ses propres troupes à travers la Normandie, puis à travers la Picardie. L'idée du roi de France, ce serait d'acculer les Anglais contre la Somme. Seulement, il y a toute une petite affaire, là il y a une trahison. Édouard a trouvé un passage à gué qui lui permet de franchir le fleuve. Jusqu'où va mener ce jeu de chat et de la souris ? Eh bien, jusqu'au Ponthieu, et plus précisément jusqu'à ce petit promontoire situé entre les villages de Crécy et de Wadicourt. L'Anglais s'arrête sur cette hauteur et d'un seul coup, il va se retourner, il fait volte-face, il est là, face aux poursuivants français. Là, ça pourrait faire des étincelles. À ce moment-là, on est encore le vendredi, le 25 août 1346, 25 août, jour de la Saint-Louis. Il fait déjà chaud, lourd, orageux même, et dans la soirée, les 2 armées sont à moins de 5 lieues l'une de l'autre, c'est-à-dire à 19 de nos kilomètres. Le camp d'Édouard, c'est donc Crécy, le camp de Philippe est à Abbeville, et pendant les vêpres, on vient prévenir le roi de France de la proximité des Anglais qui viennent d'arrêter leur course et donc de s'établir tout près de là. Philippe se dit que là, il va pas pouvoir reculer maintenant. C'est pour maintenant, ou en tout cas c'est pour demain. En attendant, il faut montrer qu'on est sûr de soi. Faites donner les trompettes, on va faire de grandes réjouissances comme les Français savent le faire. Toute la fine fleur de la chevalerie est là réunie. On mène grand train. Dans le camp anglais, on festoie, c'est vrai, mais de façon beaucoup plus modeste, histoire de donner le change. On fait comme si tout allait bien, mais la vérité, c'est que c'est un combat dangereux pour les Anglais, parce que d'un côté, vous avez 30 000 Français sur 2, surarmés, avec cette quantité de chevaliers montés sur des destriers impressionnants, et qui tous sont en armure, bien sûr. Et puis de l'autre, vous avez moins de 15 000 Anglais, surtout des fantassins, dont beaucoup sont effrayés à l'idée du sort qui les attend. Et déjà, c'est le soleil qui se lève sur la journée du samedi 26 août 1346. Un soleil qui dissipe la rosée. Très vite, les chevaliers français, sous les hurrahs de toute la foule d'Abbeville qui est venue les acclamer, les chevaliers se mettent en marche dans la matinée et d'un peu loin,
Édouard les observe. Ah, c'est vrai qu'ils ont fière allure, ces preux et vaillants chevaliers de France entourés de leurs valets d'armes, avec leurs bannières brodées, leurs armes astiquées qui étincellent au soleil d'été, et les plumes au casque. Alors, je dis les plumes au casque, à l'époque, les plumes s'appellent le cimier, le casque, le bassinet. Il y a ces trophées qu'on accroche au crin des chevaux. Bref, tout ça a pas mal de gueule, si vous me passez l'expression. Allez voir comme ça, on se dit que les Français ne vont faire qu'une bouchée des Anglais, des Anglouais. En même temps, du côté anglais, on ne se laisse pas abattre. Mieux que ça, Édouard est impatient d'en découdre. Il a scindé son armée en 3 batailles. Lui, c'est comme ça qu'on appelle les régiments à l'époque. Lui est au centre, un petit peu en retrait. Et puis à droite et à gauche, eh bien, il y a ces batailles qui vont engager la manœuvre. Édouard a préparé le terrain, il a installé des haies, des palissades, hérissé tous les chemins de pics acérés, il a creusé des fossés, des ornières dans lesquelles est censée tomber toute la cavalerie française. Édouard a motivé ses troupes, c'est un homme qui sait passer les troupes en vue, qui sait parler aux gens jusqu'aux plus modestes archers, et tout en gardant un œil sur ces Français qui maintenant approchent et qui traversent la forêt de Crécy, le roi Édouard active les siens. Il faut vous dire que les chevaliers français suent déjà sous leurs lourdes armures. Les plus à plaindre sont ceux qui marchent, c'est la piétaille, et notamment ces arbalétriers génois que le roi Philippe a engagés, qui sont habitués à courir sur mer. Ce sont des marins, et voilà qu'on les a collés dans ce bourbier. Maintenant, ils s'épuisent à porter ces arbalètes qui sont lourdes par ce temps qui ne l'est pas moins. Sur les hauteurs de Crécy, les hommes d'Édouard sont frais et dispos. Ça fait déjà 24 heures qu'ils ont pris leur marque, et les Anglais, pour vous dire, maintenant, bout d'impatience. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Les Français n'en finissent pas d'arriver, si je puis dire. Les Anglais sont là, qui les attendent, et comme il commence à faire chaud, et qu'Édouard voit que les Français sont encore loin, eh bien, il donne 1 heure de détente à ces hommes qui vont pouvoir se restaurer, boire un godet, se motiver entre eux. Et quand les éclaireurs français, qui sont un petit peu en avant des chevaliers, découvrent cette scène, eux réalisent le danger. Ils voient que les Anglais sont reposés, qu'ils sont frais et dispos et pleins de force. Alors c'est vrai que les Anglais sont beaucoup moins nombreux que les Français, mais c'est, disons-le, leur seul handicap. Évidemment, le roi Philippe est bientôt prévenu de ce déséquilibre et ses conseillers sont d'avis de marquer une pause. Il faut établir une stratégie. Il faut constituer des batailles, ces fameux régiments. Il faut laisser aux hommes le temps de se rafraîchir et de se reposer, comme viennent de le faire les Anglais. Ordre est donc donné de stopper la marche. Il y a donc un maréchal qui va chevaucher à l'avant-garde pour faire arrêter les groupes de tête. Il est déjà midi, le soleil est au zénith, la chaleur est terrible, et inutile de vous dire que cette halte pour tout le monde apparaît comme une bénédiction. Oui, sauf que dans le corps central de l'armée, personne ne comprend ce qui se passe. Alors quoi, on s'arrête maintenant alors que les premiers rangs sont sans doute déjà engagés dans le combat? C'est contraire à l'honneur de la chevalerie, c'est toute la question des Français, ça. L'honneur chevaleresque, n'est-ce pas? Et puis l'obéissance, et puis la hiérarchie. Et au lieu de s'arrêter, eh bien, au contraire, on accélère le mouvement. Les hommes du roi ne peuvent rien faire. « Arrêtez, bannière !» hurle-t-il, « au nom de Monseigneur Saint-Denis !» Mais les autres n'écoutent rien. On voudrait les faire avancer plus vite, d'ailleurs qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Et quand l'avant-garde voit cette armée qui déboule au pas de charge, eh bien, elle se figure qu'on veut la dépasser, qu'on veut maintenant lui voler l'honneur d'être première au combat. Et du coup, même ceux qui s'étaient arrêtés sous les ordres du roi, eh bien, se remettent maintenant en marche. Philippe voulait stopper la marche des Français, mais en fait, il n'a fait que l'accélérer, et l'accélérer en désordre, parce que maintenant, on dirait un véritable troupeau de moutons affolés qui ne sait même plus où il va. À ce moment-là, on se retrouve à découvert, en contrebas, devant les lignes anglaises qui dominent complètement le théâtre d'opération et qui, elles, sont encore une fois bien fraîches et reposées. Voilà une affaire qui, quand même, du côté français, est mal engagée, et le roi Édouard peut se réjouir, bien entendu.
À l'avant, chez les Français, on réalise un peu tard qu'on s'est peut-être un peu précipité. Alors, dans une pagaille indescriptible, certains vont faire marche arrière. Seulement, c'est pas souple à manœuvrer une armée de chevaliers. Pire que ça, le premier recul est interprété par les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent derrière, comme un signe de faiblesse. Et voilà les chevaliers des deuxièmes lignes qui cherchent maintenant à se faufiler au milieu des premiers pour porter secours à tous ceux qu'ils croient en difficulté. Alors que le combat n'est même pas engagé, vous imaginez. Sur son promontoire, Édouard a du mal à garder son sérieux. Il les voit avec plaisir, ces Français empêtrés dans leur désordre et leur indiscipline, harassés par la fatigue du trajet, par cette chaleur qui maintenant devient cuisante, surtout sous les armures. Ces Français énervés par les ordres et les contre-ordres qui sont maintenant hurlés de toutes parts. J'aimerais savoir ce que pense, au fond, le roi d'Angleterre de cet étrange spectacle. À mon avis, ça doit plutôt l'amuser, mais pour autant, il n'a pas l'intention de vendre si vite la peau de l'ours. En tout cas, il est devenu impossible maintenant de repousser la bataille. Vous avez bien compris qu'il y a eu un faux départ, qu'il faudrait théoriquement tout remettre à zéro. Seulement, quand il y a un faux départ dans les courses de chevaux ou dans les championnats olympiques, on arrive à arrêter les athlètes. Mais là, on ne peut pas arrêter les chevaliers. Le roi Philippe, par défaut de commandement, va devoir se résoudre à ce qu'il y a de pire pour un chef de guerre, c'est-à-dire qu'il va subir des événements qui maintenant lui échappent complètement. Alors, il a quand même les Génois, vous savez, les pauvres marins génois auxquels on a collé des arbalètes dans les mains. Il a les Génois qu'il va faire aligner en ordre de tir, qui sont eux-mêmes écrasés de fatigue et de chaleur, épuisés, qui ne savent pas quoi faire. Le frère du roi, le comte d'Alençon, dit: on se devait bien charger de cette ribaudaille qui manque au moment du plus grand besoin. Ben oui, mais la ribaudaille en question, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle n'est pas du tout prête pour ce genre de combat. Surtout qu'il a plu, et il a plu beaucoup à cause de l'orage, et que les cordes des arbalètes sont complètement distendues. Un malheur n'arrivant jamais seul, voilà qu'on désigne du doigt un vol de corbeaux, figurez-vous, des corbeaux qui traversent le ciel du côté des Français. Ah, mauvais présage! Ce qui veut dire que maintenant, à la fatigue et à l'exaspération et au désordre général va se mêler la peur. En vérité, à ce stade, on doit pouvoir dire que la bataille est déjà perdue pour les Français. Sauf que les Anglais, eux, sont toujours tranquilles à leur poste, et là-bas, chacun sait ce qu'il a à faire. Or, à la grande surprise des Français, Édouard a décidé de bousculer les règles de la chevalerie. Non que lui-même ne soit bon chevalier, il s'en fait d'ailleurs une fierté, mais comme on dit, nécessité fait loi, et le roi d'Angleterre sait qu'il va devoir se battre à 1 contre 2, peut-être même à 1 contre 3, avec 5 fois moins de chevaliers et des troupes qui, c'est vrai, sont moins aguerries. Et donc, il décide de faire voler en éclats les vieilles règles du combat de chevalerie, des règles qui veulent que, normalement, le combat commence par une pluie de flèches, après quoi les archers et les arbalétriers s'écartent pour laisser passer les soldats. Édouard, lui, a établi une ligne fixe d'archers et les carquois des archers sont constamment renouvelés. Normalement, il y a 18 flèches dans un carquois. C'est-à-dire que quand les archers ont tiré leurs 18 flèches, ils s'arrêtent, ils laissent la place aux chevaliers. Et bien là, il va y avoir des hommes qui leur apportent constamment des carquois neufs, ce qui fait qu'ils vont pouvoir tirer des dizaines et des dizaines et des dizaines de flèches. Le ciel se transforme en une espèce de pluie de flèches qui fait penser, nous dit un chroniqueur, à une avalanche, à une tombée de neige. Les règles veulent que les chevaliers chargent en masse jusqu'à créer des combats au corps à corps, des combats singuliers si vous voulez. Et bien là encore, Édouard a quasiment exclu les chevaux. Il a regroupé tous les chevaux à l'arrière dans un enclos qui a été fait par des chariots et ces combattants se mettent à combattre à pied, ce qui veut dire d'ailleurs une grande fixité pour les Anglais. C'est important dans un moment où il faut conserver ce qu'on appelle l'arroi des batailles, c'est-à-dire la grande cohérence des troupes autour de leur bannière. Lorsque les troupes se disloquent, on parle de désarroi. Eh bien, les règles veulent aussi que le roi combat au milieu de sa bataille, qu'il est au cœur de la mêlée. Eh bien, le roi d'Angleterre, lui, se tient plutôt en retrait sur la butte du moulin d'où il observe l'ensemble des manœuvres. Et ce qu'il voit, le roi Édouard, le remplit de joie et d'effroi à la fois, car dans la mêlée sanglante, inextricable, ce sont les Anglais qui maintenant prennent l'avantage. Franck Ferrand,
sur Radio Classique. S'il fallait résumer tout ça à une phrase, on dirait que les Anglais ont choisi alors que les Français subissent. À commencer par les éléments, parce que les Anglais sont bien immobiles sur leur promontoire. Ce sont les Français qui prennent tous les risques de l'assaut. Et eux sont dans la cuvette sur un terrain qui est complètement miné par l'ennemi, puisqu'il y a toutes ces piques dans lesquelles viennent littéralement s'éventrer les chevaux. Il y a une boue terrible dans laquelle les hommes en armure s'engluent littéralement. On dirait une scène effroyable. Et puis il y a cet orage qui a éclaté maintenant. Alors, les Anglais sont habitués à la pluie, ils sont équipés pour essuyer ce déluge, alors que les Français subissent tout ça de plein fouet. Les arbalétriers génois, je vous le disais, ont laissé leurs armes prendre l'humidité, ça a distendu les cordes, et quand ils vont vouloir tirer, les armes en question auront perdu les 9/10 de leur efficacité, alors que les archers anglais, dit-on, ont abrité leurs arcs dans des sacs, dans des espèces de grands bonnets qui ont été prévus exprès, et quand ils vont faire pleuvoir sur les Français cette pluie extraordinaire de flèches, eh bien ce sera avec toute l'efficacité possible. Après la pluie, me direz-vous, le beau temps. Les Anglais orientés vers l'Est bénéficient de l'éclairage du soleil qui déjà commence à décliner. Eux voient très bien les Français qui sont maintenant en plein soleil, mais les Français, au contraire, ils ont le soleil dans l'œil. Ils vont avancer à contre-jour et certains sont même obligés de se protéger les yeux d'une main. Non mais décidément, c'est une espèce de calamité générale côté français, cette bataille de Crécy. On peut dire que ça va de mal en pis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce que les Anglais, dans cette affaire, n'ont pas dit leur dernier mot. D'abord, ils avaient apporté avec eux les premières bombardes à poudre de l'histoire, les premiers canons, si vous voulez, des bouches à feu. Alors normalement, les bouches à feu, ça sert pour les sièges. On tire des boulets contre les grands murs, on n'en a pas besoin du tout dans une bataille rangée. Sauf que le roi Édouard, qui est décidément très intelligent, s'est dit qu'après tout, il pourrait peut-être utiliser ces bouches à feu parce que ça fait du bruit, ça crache du feu, ça frappe de manière complètement imprévisible. Donc, ça sème la panique chez l'ennemi. C'est très bien, c'est mieux même que les corbeaux, ça. Et puis, par ailleurs, la sale guerre que les Anglais viennent de mener contre les Écossais les a, il faut bien le dire, habitués à prendre des libertés avec l'honneur. Il y a notamment les fameux Gallois, les coutilliers gallois, vous savez, qui sont des coupe-jarrets et qui sont là pour couper les jarrets des chevaux. Et croyez-moi, un chevalier en armure, ça pèse 350 livres. Quand c'est tombé de son cheval, ça ne peut plus se relever, surtout quand c'est collé dans le terrain bourbeux. Il y a un deuxième travail des coutilliers d'ailleurs, c'est d'aller exécuter, c'est d'aller égorger les chevaliers quand ils sont tombés, parce que ça encore c'est un manquement aux règles de la chevalerie. D'habitude, quand on prend un chevalier, on le détient, on envoie une lettre à sa famille et on demande une rançon pour le restituer. Eh bien, les Anglais ne vont pas faire de quartier, pas de rançon, pas de prisonniers, on exécute sur place toute la chevalerie française. Ça va être terrible parce qu'on peut dire que c'est une partie importante de la noblesse de France qui ainsi va se faire décapiter sur la plaine ensanglantée de Crécy. Et lorsque tombe la nuit et que le roi d'Angleterre a pu constater sa grande victoire, tous ceux qui, autour du roi de France, se battaient sont tombés, beaucoup sont blessés, certains maintenant sont morts. Pensez à Jean l'Aveugle, le roi de Bohême, qui aveugle, simplement piloté, si l'on peut dire, par ses héros d'armes, fait tournoyer son épée dans le vide, si je puis dire, jusqu'à ce que lui-même soit tué. Et le roi Philippe, poussé par Jean de Hainaut, va devoir fuir le combat. Avec une cinquantaine de ses hommes, il va se réfugier au château de Labroix. Vous connaissez la phrase, quand il arrive au pied du pont-levis, il dit « Ouvrez, ouvrez !» à l'infortuné roi de France, après quoi on ira se réfugier à l'abbaye de Gare, près d'Amiens, une abbaye cistercienne. Et ce sera le fameux dimanche de Gare, où pendant toute la journée, comme une litanie, on apprendra un à un le nom de tous les chevaliers tombés à Crécy. Vous écoutez Radio Classique.